On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la grève des enseignants au Cégep Saint-Jean. Mais d'abord, parlons de l'immobilier. C'est une croissance phénoménale, mais la bonne nouvelle, semble-t-il, c'est que les valeurs acquises ne devraient pas s'estomper. Le marché de l'immobilier est complètement fou. Ça ne s'essouffle pas. Il y a encore des projections qui nous montrent que ça dure encore pour un certain temps et la région de Saint-Jean-sur-Richelieu est probablement l'une des régions les plus touchées par cette croissance assez soutenue. Avec nous pour tenter de décortiquer tout ça et de comprendre, Alexandre Desrochers de Royal Lepage Excellence. Bonjour et bienvenue. Bonjour Éric. Ça fait combien de temps que ça dure, là? Ça fait combien de temps qu'on est comme dans une espèce de montée là, qui n'arrête jamais, là? Je te dirais 2 ans, 2 ans et demi? Ça a parti comment? L'avez-vous vu venir? Non. Ce qui est arrivé, c'est lorsqu'il y a eu le gros confinement, le premier, tout a arrêté. On a eu trois semaines qu'on n'a même pas pu faire de visite, qu'on n'a pas pu inscrire, que tout était arrêté. Le temps que les courtiers se revirent de bord puis se mettent à faire des évaluations en ligne, puis que le board nous donne l'autorisation de les faire sans rentrer dans la maison, bien, le temps de se revirer, il y a certaines statistiques qui disent que ça l'a enlevé du marché, un coup que ça repartit, 9 à 19 % de l'inventaire direct là. Ah ouais, à la première vague? À la première vague. Parce que des gens, pour X raisons, ont fait comme, bon, on prend un pas de recul, on vend pas, on n'achète pas, là, on ne sait pas ce qui va arriver, je vais-tu perdre mon emploi, je ne sais pas, bon... Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, tu stoppes le marché pour quasiment 1 mois. Donc, quand que ça repart, là, ça se jette comme... ça jette leur dévolu sur les propriétés. Donc, l'inventaire a mangé tout un coup, tout de suite là. Mais je me rappelle parce que l'an passé, presque à pareille date, on avait une entrevue ensemble. Oui. Puis, tu avais dit à ce moment-là, parce que plusieurs se disaient, ben là, la pandémie, puis là, c'est la catastrophe, puis ça va être une récession, puis ça va être épouvantable, tu sais. Puis, tu avais terminé l'entrevue en disant, ben il y avait des maisons à vendre hier, puis il va y en avoir encore demain, puis il va y avoir encore des acheteurs. Tu comprends? En voulant dire, ça ne changera pas ce bout-là. Comme de fait, ça n'a pas changé, mais au contraire, ça a comme propulsé. Oui. On sait qu'avec tout ce qui est les frontières qui sont fermées, il y a énormément d'argent qui circule dans les murs du pays puis qui ne sort plus. Donc, on le voit, ça se répercute sur quoi? Les constructions, rénovations, l'achat de propriétés. Les gens ont dit, tant qu'à être pris chez nous, on va choisir un nouveau chez nous. Les terrasses, les piscines, les VR. Il n'y a plus de bois, il n'y a plus de matériaux. Moi-même, j'étais en construction pendant ce temps-là, puis des délais, on en a... Fait que tout ça a fait que l'argent a circulé, puis... Pourquoi il y a autant d'acheteurs? Ben, c'est ça aussi, il y a une question d'offre et de demande. En fait, c'est une double question. Pourquoi il y a autant d'acheteurs, puis pourquoi il y a si peu de propriétés à vendre? Tu sais, c'est comme l'effet du balancier. Oui. Bien, si on regarde, quand que je rencontre des gens régulièrement présentement, ce qu'ils nous disent, ils nous font venir pour avoir une évaluation. Ils tombent à terre quand on leur dit le prix qu'on va obtenir pour leur propriété. Puis là, ils me disent, donne-moi une journée ou deux, parce que je sais très bien ce qu'ils vont faire. Ils vont regarder le marché. Puis là, il y en a beaucoup qui se retrouvent puis qui disent, bon, ben, oui, je vais avoir le pactole en vendant, mais en rachetant, je vais leur dépenser là. Fait qu'il y en a beaucoup qui sont frileux à inscrire leur propriété. Fait que ça nous a obligés à revoir nos façons d'expliquer aux clients, puis de leur dire, regardez, c'est pas parce que c'est fou qu'on réussira pas à vous en retrouver un autre, c'est juste qu'on met un petit peu plus de délai entre la vente, puis le temps qu'on sort de la maison, le temps de leur trouver une autre. C'est l'autre affaire. Tu sais, si quelqu'un me dit demain matin, écoute, Éric, si tu vends ta maison, tu vas faire un gros moton. Mais je vais dire, OK, mais là, si je me rachète une maison, je vais la payer avec un gros moton aussi. Là, je veux dire, c'est ça. Un dans l'autre, ça s'équivaut. Là. C'est souvent ce que je leur dis aussi. Vous voulez une maison qui est mieux? Bon, ben de toute façon, c'est quand qui est le meilleur temps pour sortir vos billes, vous allez en avoir le plus. C'est là aussi. Là. Mais les valeurs là, qui ont quand même grossi avec les 2-3 dernières années, ça reste quand même des valeurs acquises ou est-ce que c'est une bulle qui pourrait se dégonfler? Autrement dit, est-ce qu'on pourrait se ramasser dans 1 an, 2 ans, 3 ans, puis de voir peut-être une baisse de la valeur des propriétés? Je le vois pas de cette manière-là, non. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on avait énormément de retard à rattraper versus d'autres marchés.
Tu sais, je le dis depuis plusieurs années, à chaque fois qu'on se rencontre, Saint-Jean, pour bien des gens qui viennent d'ailleurs, c'est pas cher. Puis là, on a eu la monnaie de notre pièce là-dessus. Les gens se sont revirés vers Saint-Jean, se sont envenus de plus en plus. Le monde de Montréal, l'émigration, bien des différents marchés qu'on n'avait pas. Puis, on le voit aujourd'hui. Nos valeurs ont augmenté. Mais de là à dire que c'est purement spéculatif, peut-être dans des cas extrêmes, mais je crois pas à ça. Là. Bon, quand on voit parfois certains reportages, disons, de la grande couronne de Montréal, on voit que c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu où les hausses sont les plus hautes. Il y a des hausses un peu partout. Oui. Mais à Saint-Jean, même, je voyais un chiffre qui m'avait frappé. On parlait de 46 d'augmentation de la valeur des propriétés. C'est incroyable. Bien, c'est incroyable, mais si on se reporte à ce que je viens de dire, on avait tellement de retard à rattraper C'est du rattrapage. qu'une partie de ce pourcentage-là qui est purement un rattrapage, puis après ça, tu as le marché. Fait que... Rattrapage égale même parité avec la valeur des propriétés à Chambly. Quelqu'un m'avait déjà dit ça un jour qu'entre Saint-Jean et Chambly, il y avait comme une disparité qui n'était pas normale. C'est moi qui t'avais dit ça, Ouais. justement. Puis on le voit. Chambly reste légèrement un petit peu plus élevé, mais pas tant. Si on prend, mettons, propriété égale là, qui est récente, là, Île Sainte-Thérèse, là, dans le beau développement versus Chambly, dans un développement pareil, on se retrouve à avoir des belles valeurs qui se ressemblent maintenant. Comment le monde y paye ça? Parce que ça, c'est l'autre affaire. Je comprends que les taux d'intérêt actuellement sont très, très bas. Oui. Ils vont probablement rester quand même un certain temps. On ne tombera pas à 8 d'intérêt dans 2 ans, je pense pas. Mais à la limite, vous dites quelqu'un ou un jeune couple là, qui dit « OK, c'est ma première maison. Puis là, ma première maison, ben, je vais la payer combien? 350, 400, 450? Oui. Ça va me faire des paiements de combien par mois? 2000, 2005? C'est des gros montants. Oui, c'est des gros montants, mais d'un autre côté, je veux dire, le marché étant rendu là, puis, je veux dire, les banques non plus, on n'est pas comme aux États-Unis où ils passaient de l'argent avec aucune garantie. On est encadré, il y a la SCHL qui est là-dedans aussi. Fait que il y aurait peut-être une certaine peur de la manière que tu me le décris, de dire les gens dépensent. Est-ce qu'ils dépensent plus que qu'est-ce qu'ils Puis il y a la gagnent? mise de fonds aussi. Il y a la mise de fonds. Mais on est toujours dans une règle de 5 Oui, encore. Mais on voit de plus en plus, on a papa, maman qui viennent aussi se greffer des fois sur les premiers achats pour un petit peu plus, bien évidemment. Pour donner un coup de pouce pour être capable de démarrer. Oui, c'est ça. Mais en grande partie, je te dirais, c'est le crédit est facilement accessible, puis je veux dire, tout ça est calculé sur la même base, avec le même test de stress de la SCHL. Ils calculent toujours sur un taux qui est plus élevé que ce que tu as. Fait que je crois que c'est bien encadré. C'est pas une bulle autant qu'on le pense. Une maison de 500 000 et moins, actuellement, elle se vend dans un délai de combien de temps, à peu près? Oh, bien, c'est dans la semaine. On parle dans la semaine. Tu mets à vendre, c'est vendu. Après, c'est vendu. C'est vendu. On se pose plus la question, ça va prendre combien de temps. En la mettant sur le marché, elle est vendue. Puis, au prix demandé, plus que le prix demandé, offre multiple? Oui. Souvent? À peu près tout le temps. À peu près tout le temps. Oui. Donc, quelqu'un qui a une maison de 500 000 et moins, il la met en vente. Oui. Puis là, il va avoir plusieurs visiteurs, plusieurs offres. Oui. Il y aura l'embarras du choix. Puis Si on prend un secteur comme Saint-Luc, là, puis on inscrit là, un prix qui est raisonnable là, pour la valeur de la propriété, on va parler d'entre 15 et 50 visites en dedans de 4 jours, 5 jours. Puis après ça, ben, dépendamment du nombre d'offres, plus qu'il y en a, plus que le prix va augmenter. Mais un cas typique que j'ai vécu dans Saint-Gérard, propriété inscrite à 3,89, 48 visites en 5-6 jours, 9 offres d'achat, vendues 506 000. Pardon? Oui, 117 du prix demandé. 506 000? Oui. Puis vous l'avez parti à 3,99? À 3,89. Et puis l'acheteur m'a regardé en pleurant en me disant qu'on était assez content, ça faisait 8 qu'on perdait. Puis ces gens-là étaient dans un condo à l'île des Sœurs. Puis ils avaient vendu leur maison, sont en allés à l'île des Sœurs, puis ils ont vécu le confinement en condo. Après ça, il n'y avait plus de prix pour les arrêter sur qu'est-ce qu'ils voulaient. Bon, ça, c'est une bonne question parce que tu m'amènes ailleurs. Là, les gens qui achètent une maison à Saint-Jean actuellement, c'est du monde de Saint-Jean ou c'est du monde beaucoup de l'extérieur? Beaucoup de l'extérieur.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a une avalanche de courtiers de l'extérieur qui viennent avec leurs clients et puis qui sollicitent aussi sur Saint-Jean parce qu'on voit les statistiques sont tellement bonnes, fait qu'il y a beaucoup de courtiers de l'extérieur qui viennent avec leurs clients, une clientèle de plusieurs communautés qu'on n'avait pas nécessairement dans le temps. Beaucoup, beaucoup de personnes. Il y a toujours notre marché normal des gens du coin, mais on le voit, l'affluence est là. Ça, c'est évident. Bon. Tu sais, on disait tantôt, en principe, c'est pas une bulle. Donc, les valeurs qui ont été acquises sont acquises. Ça ne devrait pas rediminuer. Mais à quel moment vous pensez que ça va se stabiliser, que l'offre et la demande vont, disons, se rapprocher l'un de l'autre? Ben, c'est pas compliqué, hein? C'est le nombre de maisons à vendre. Présentement, dans Saint-Jean, on a à peu près 130 maisons à vendre. Là-dessus, il y en a 75 qui ont déjà une offre acceptée dessus. Fait qu'autrement dit, aussi bien dire qu'il n'y a rien à vendre. La minute que l'inventaire va commencer à se renouveler, on s'est déjà parlé sur le même plateau ici, on avait 1150 maisons à vendre, il y a 4 ans, 5 ans sur le marché. Là, on parle d'une centaine, là, 100, 150. C'est 10 fois moins. C'est 10 fois moins. Fait que je crois qu'on a entre 2 et 3 ans de rattrapage d'inventaire avant d'arriver à un certain équilibre. Tu sais, on dit que l'équilibre va être à 750, 800 maisons. Là, on est très loin encore. Puis je reviens à cette question-là, mais peut-être que tu as déjà donné la réponse, mais pourquoi il y en a si peu à vendre maintenant? Je veux dire, là, on est avancé dans la pandémie, ça fait quand même plus qu'un an qu'on est là-dedans, puis bon, on voit un peu la sortie, la vaccination, tout ça. Je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'il y a si peu de maisons à vendre encore aujourd'hui? Bien, c'est que l'inventaire se renouvelle pas. Il y a bien des gens qui voulaient s'en aller, admettons, en maison de retraite. Mais ils ont dit, on va-tu aller mourir dans un RPA? Effectivement. On va rester chez nous. Fait qu'il y en a beaucoup qui ont resté chez eux. Ensuite de ça, on rajoute à ça l'inventaire qu'ils nous ont coupé en nous enlevant un mois de marché l'an passé. Ça, on rajoute ça. Okay. Amener toute l'affluence des gens de l'extérieur qui se rajoute à ça, on n'est plus capable d'accumuler de l'inventaire. On parle de vente en temps réel, là, pratiquement présentement. C'est incroyable. Ouais. Et ceux qui ont des propriétés en haut de 500 000, là, 600, 700, 800, 900, c'est quoi le marché? Puis ça se vend en combien de temps? C'est la même chose. C'est la même affaire. C'est la même chose. C'est que la personne qui était dans une maison, disons qu'aujourd'hui à 500 000, est capable de se payer à 1 million. Puis depuis le temps qu'on vit des confinements puis des couvre-feux, ils ont dit on va s'en prendre une belle puis on va se gâter. Le marché du luxe n'a jamais été aussi prolifique. Aussi. Au même... pareil comme les autres produits sur le marché. Wow. Ben, écoutez... Donc, ça vous donne de très, très bons conseils si vous voulez vendre ou si vous voulez acheter. Un gros merci pour cette vulgarisation, Alexandre. Ça me fait plaisir, Je suis Éric. fasciné par ça. Écoute, ça me dépasse. Je te dis, je ne sais pas vous autres si ça vous dépasse, mais moi, je trouve ça complètement... C'est que le marché de l'immobilier a toujours eu des hauts et des bas. On est dans une hausse, il faut en profiter, mais je veux dire, à un moment donné, ça va revenir aussi à la normale. Mais ce que je dirais aux gens, c'est n'hésitez pas à nous faire venir évaluer vos maisons puis vous expliquer comment est-ce qu'on peut naviguer dans ce marché-là, parce qu'il y a moyen de tirer son épingle du jeu de très belle façon quand même. Alexandre Desrochers, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, on va revenir après ceci. François, belle émission cette semaine. Absolument, on parle du nouveau livre Amour foot avec Dany sans chagrin et en deuxième partie, son fiston qui est avec nous directement de la Tunisie. Nous, on enregistre le 11 mai, c'est l'anniversaire de ma maman, mais en passant, on lui fait pas une fleur, hein? C'est excellent, le livre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer?
c'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. C'était annoncé et même on a vécu un peu le phénomène semblable il n'y a pas longtemps auprès des enseignants du primaire et du secondaire. Cette fois, c'est les enseignants au collégial, donc une grève sur 3 jours, 11, 12 et 13 mai, qui affecte entre autres le cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Avec nous pour en parler, la présidente du syndicat des enseignantes et enseignants, Mme Héloïse Moisan-Lapointe. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bon, là, vous passez un peu après vos collègues du primaire et du secondaire. Avez-vous des revendications similaires? Les grands enjeux qui traversent l'éducation sont probablement les mêmes. L'autonomie professionnelle, la reconnaissance, le besoin d'encadrement des étudiants et des étudiantes. Par contre, évidemment, aux études supérieures, ça se manifeste très différemment. Donc, il y a des revendications qui sont un peu similaires au niveau de l'autonomie professionnelle, mais il y a des revendications très, très différentes. Je peux vous en parler un peu si vous le souhaitez. Bon, bien, justement, de quoi il s'agit au juste pour qu'on comprenne aussi la différence avec vos collègues. Là. Je me permettrai de mettre de l'avant une revendication phare de notre négociation pour le sectoriel dont on parle très peu, qu'on connaît peu, c'est des conditions de travail des chargés de cours à la formation continue. Donc, pour tout un chacun, là, ça, c'est les formations courtes, là, des AEC en éducation spécialisée, en éducation à l'enfance, des métiers dont on a vraiment besoin rapidement, pour des gens qui veulent souvent se requalifier. Les enseignants et les enseignantes qui travaillent là sont rémunérés d'une manière totalement différente. Et on ne reconnaît pas là-dedans l'encadrement, le travail autour des programmes, la collaboration de collègues. Donc, ça pose des problèmes majeurs dans l'organisation du travail, dans leurs conditions de travail, puis dans le service rendu aux étudiants, aux étudiantes. On voudrait vraiment que ce soit corrigé là, pour l'avenir. Bon. On ne se trompe pas en disant que la précarité de l'emploi est beaucoup plus élevée au collégial qu'au primaire et au secondaire, où généralement, ce sont des employés à temps plein qui enseignent dans les anciennes commissions scolaires qu'on appelle les centres de services. Au collégial, il y a du temps plein, mais il n'y a pas que du temps plein chez les profs. Non, il n'y a pas non plus de poste à temps partiel. Donc, toutes les personnes pour qui on n'a pas tout à fait une tâche complète sont condamnées, parfois à vie à la précarité. Pour vous donner la mesure, actuellement, c'est à peu près 40 des enseignants et enseignantes au régulier. Donc, ce qu'on connaît un peu plus, là, les DEC, qui sont précaires à la grandeur du réseau. Et pour ce qui est de la formation continue, là, c'est un statut précaire à vie. Donc, 100 des chargés de cours sont précaires, ne savent pas de session à session, à part que de lire dans les feuilles de thé, là, puis essayer de prédire s'il va y avoir des inscrits. Est-ce qu'il y a des chargés de cours qui finissent quand même par se bâtir une grille à temps plein? Disons? Oui, il y a possibilité de travailler à temps plein en combinant. Par contre, c'est toujours assez difficile parce que c'est des programmes qui partent, qui arrêtent. Donc, on ne sait jamais d'une session à l'autre ce qui va se passer. Il faut accepter des charges. Des fois, ça nous empêche d'en accepter d'autres. On doit des fois travailler dans 2 collèges pour arriver à combiner un temps plein ou combiner avec un autre travail. Exactement. Donc, ce sont des conditions qui sont assez problématiques et qui sont déstructurantes pour tout le monde. Donc, quelqu'un pour avoir des heures au cégep de Saint-Jean puis compléter sa semaine avec Marie-Victorin. Exactement. Ça a des impacts sur le travail immédiatement, mais aussi après ça sur les retraites et sur toutes sortes de paramètres aussi là, qui affectent les conditions de travail. Bon, peu de temps après la journée de grève, ou en fait la demi-journée de grève que vos collègues du primaire secondaire ont fait, il y a eu quand même un certain déblocage, entre autres avec une offre au niveau du salarial, entre autres là, sur 3 ans. Est-ce que vous avez une offre similaire? Est-ce que vous pensez que ça va se faire? Nous n'avons rien sur la table qui soit majeur au niveau du salarial ou du financement du sectoriel actuellement. Par contre, peut-être que je parle à travers mon chapeau, aujourd'hui même, il y a une séance de négociation qui a lieu pendant qu'on se parle. Alors, on espère évidemment qu'il y a un déblocage le plus rapidement possible. Bon, parce que de ce que j'ai compris, vous faites dans le fond un 48 heures de grève, mais étalé sur 3 jours, donc du 11 au 13. Puis quand on regarde aussi, il y a quelques semaines, quand vos collègues ont fait le même geste, ça a comme fait bouger les affaires à la table de négociation. Et là, vous me dites qu'aujourd'hui même, il y a une séance. Donc, malheureusement, et c'est ça que je trouve parfois triste, est-ce qu'il faut
brandir la menace d'une grève ou faire une grève pour que finalement il se passe quelque chose? Si c'est le cas, puis malheureusement, ça semble être le cas, c'est désolant. Les problèmes qui affectent le réseau, pour nous, autant le gouvernement que nos patrons, que nous-mêmes, que nos étudiants, on avait tout ce qu'il fallait pour s'en rendre compte. On aurait pu discuter et régler avant, mais on dirait que sans la menace d'une grève, c'est comme s'il n'y avait pas d'intérêt pour la question. C'est comme si on oubliait tout ce qui n'est pas les 4 types d'emplois qui intéressent le gouvernement Legault en ce moment, là. Bon, et dites-moi, vos collègues, là, quel genre d'année ils vivent là, avec la pandémie, où il y a du présentiel, il y a du virtuel, bref. C'est quoi le contexte d'enseigner avec la pandémie? C'est une année boîte à surprises et c'est une année déstabilisante. La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a choisi l'enseignement pour le contact humain. Alors, dans une petite boîte Zoom là, ou Teams ou autre, on n'a pas la même relation pédagogique. Donc, ça a été énormément de travail de transformer les cours pour qu'ils puissent se donner à distance ou basculer de l'un à l'autre ou faire un peu de l'un, un peu de l'autre, du comodal, de l'hybride. Je vous passe le jargon technique, là. Mais... Ouais. Donc, ça a été beaucoup de travail de préparation, d'adaptation. Après ça, au fil des contraintes sanitaires, il a fallu, des fois, on pouvait revenir en présence. Certains ont pu le faire. Bien, c'est sûr qu'on voulait pouvoir offrir la possibilité aux étudiants. D'autres ne pouvaient pas. Donc, c'était tout le temps... on ne savait pas, là, de semaine en semaine, comment on allait enseigner la suite du cours qu'on donnait. Puis, un cours à distance, ça ne s'organise pas comme un cours en présence. Il y a des choses qui se font, qu'on doit faire autrement. Ouais. Donc, pour les étudiants, on devait un peu changer, tirer au vidange ce qui avait été fait et recommencer du début. Si je peux me permettre un autre ajout, l'anxiété de tout le monde est au coton. Donc, ça aussi, il fallait faire notre possible pour essayer de tempérer les choses. Bon, on parlait tantôt de précarité d'emploi. En gros, votre syndicat représente à peu près 350 personnes, mais comme on le disait, ce ne sont pas tous des temps pleins. Non, on parle pour le régulier de peut-être 220 équivalents à temps complet. Là. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui sont à temps partiel. Quelques-uns par choix, par besoin, santé et autres, mais plusieurs tout simplement parce qu'il n'y a pas de tâche complète qui est accessible là, pour eux et elles. Bon. Là, dans le fond, qu'est-ce que vous faites durant ces 3 journées-là? Et là, les élèves et la direction ont dû, j'imagine, s'adapter à cette demande de grève ou à cet avis, je devrais dire, cet avis de grève. Alors, les cours ont été suspendus. Évidemment, on ne peut pas donner des cours quand on est en grève. Il en va de même de toutes les activités pédagogiques, l'encadrement. Donc, ce seront des activités qui seront coupées, qui ne seront pas reprises. Bon, on a une certaine souplesse après ça dans l'horaire et on s'ajuste. Donc, les étudiants n'échoueront pas leurs cours, là, mais on doit s'adapter. Puis, on a prévu toutes sortes d'activités pour rendre visibles nos revendications là, un peu partout au Québec, parce qu'il y a nous qui sommes en grève, mais il y a 44 autres syndicats aussi qui le sont. Est-ce que vous sentez un certain appui de la part du public, de la part des élèves eux-mêmes, parce que déjà que c'est une année un peu compliquée? Ouais. Mais à la place des élèves, disent, bon, là, en plus, on se fait couper 2 jours de cours, c'est pas plaisant. C'est pas plaisant. Ça d'emblée, on le reconnaît. Je dirais qu'on a de tout. Je peux comprendre qu'il y en a qui soient contrariés de la chose, et ils ont raison, en quelque part. Par contre, il y en a qui nous appuient. Et il y en a qui n'ont pas eu les services dont ils avaient besoin en temps de COVID et même avant. Et il y en a qui voient bien là, qu'il y a des choses qui manquent dans le réseau. Il y a des services qui ne sont pas rendus, qui ne sont pas supportés, qui ne sont pas financés. Donc, il y en a plusieurs qui nous appuient aussi. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose dans la population. Le cégep, ce n'est pas le volet le plus connu du système de l'éducation. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on n'a peut-être pas la même reconnaissance que nos collègues du primaire, du secondaire. Mais je pense quand même que les gens peuvent voir là, que si ce n'est pas pour le cégep, globalement, là, les services publics, vous me permettrez, ils ont mangé à claque dans les 20 dernières années. Puis malheureusement, ça commence à paraître qu'on aimerait renverser la vapeur, puis on pense qu'on n'est pas seul. Là, on parle ici d'une négociation nationale. Oui. Avez-vous aussi quelques revendications locales ou c'est dans un autre ordre d'idée? Ouais? Les matières locales se négocient souvent en dehors du temps de grève. Donc, on est capable, par un dialogue avec nos directions, d'arriver généralement à de bons accords qui font l'affaire de tout le monde. Donc, il n'y a pas de tension à l'échelle spécifiquement locale. Il n'y a pas, je dirais pas qu'il y a de demande propre à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les problèmes qu'on voit sont beaucoup ceux qu'on voit partout dans le réseau.
Par contre, je dirais que dans l'Assemblée générale, on entend souvent les besoins au niveau des préparations de cours qui sont très lourdes, au niveau des étudiants et étudiantes en situation de handicap. Puis un cas particulier, bien, c'est pas si particulier, mais on aimerait beaucoup que nos collègues de soins infirmiers reçoivent plus de ressources là, pour leur collaboration avec l'hôpital. Vous pouvez vous imaginer qu'autant du bout de l'hôpital que des profs de soins qui donnent des stages, qui sont dans les milieux de soins, c'est pas facile. Jamais, c'est pas facile ces temps-ci, puis il faudrait supporter ça un peu mieux. Donc peut-être pour Saint-Jean, je dirais, soins infirmiers, là, il y aurait un peu d'aide à donner. Bon, est-ce que vous vous donnez aussi d'autres marges de manœuvre d'ici la fin de l'année scolaire? Parce que là, dans le cas du collégial, ça finit bientôt. Ça finit très bientôt. Il y a certains cégeps qui sont déjà aux dernières semaines. Nous, on était à la 14e de 15 semaines. Il reste, on avait un mandat de 5 jours de grève qu'on pouvait utiliser au moment jugé opportun. Donc, il en reste 3 dans cette banque-là. Si vous me demandez personnellement, j'aimerais vraiment ça, ne pas avoir à les utiliser ces journées-là. Mais on a une responsabilité à moyen et à long terme aussi. On ne peut pas laisser le réseau tomber. Donc, s'il faut le faire, on le fera. Et vous pourriez les prendre à quel moment, à ce moment-là? À tout moment. Ça pourrait être ce printemps, si c'est nécessaire. Ça pourrait aussi être l'automne prochain, si rien n'a débloqué. Après 18 mois de négo, on ne sait plus trop à quoi s'attendre en termes de calendrier. Là. Et qu'est-ce que vous décodez du fait qu'aujourd'hui même, au moment où l'on se parle, il y a finalement une séance de négociation avec le gouvernement? Vous en décodez quoi? Je pense qu'il y a une volonté réelle de la part du gouvernement Legault de régler les choses. Par contre, je m'inquiète que cette volonté-là ne soit pas de régler pour la fonction publique en général, mais plutôt essayer de diviser le corps d'emploi par corps d'emploi. Quand il y a une porte qui grinche, on la graisse un peu. Là. Et ça, ce serait vraiment déplorable. Et c'est pas une stratégie qui va marcher, malheureusement, avec nous, parce qu'on est aussi avec les 3 autres fédérations de la CSN et on ne va pas lâcher nos collègues non plus. Là. J'ai l'impression qu'on est dans une dynamique de fin de pandémie où le gouvernement veut régler aussi ces affaires-là pour repartir une session parlementaire, disons... avec un autre focus pour l'automne qui vient. Ça serait une bonne chose, puis on serait plutôt d'accord avec ça. Là. Ça serait bien de mettre la négo derrière, pour tout le monde. Bon, bien, bonne chance à vous dans vos négociations, dans ces quelques jours de grève, où malheureusement aussi, on le dit, ces journées de grève-là, bien, ça fait en sorte qu'on vous invite pour venir parler de vos revendications. On se trouvera de belles occasions positives de parler de ce qui se passe au collège. Il y en a beaucoup de belles choses qui se font en dehors des grèves. Au plaisir. Merci, au plaisir. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Si vous êtes à Chambly, sur le terrain de Parc Canada, à l'intersection des rues Cooper et Charles-Boyer, la Ville a installé une pompe temporaire. Il y a des travaux dans le secteur, donc ne faites pas le saut. C'est pour ça qu'on a installé une pompe dans ce secteur-là de Parc Canada. À demain. Bye-bye.